Bonjour, bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde est connecté. Je crois qu'on a quelques personnes déjà qui sont arrivées. Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir. On va peut-être attendre 1 minute, 2 minutes, de voir si tout le monde est vraiment connecté à temps. Il est 11 h pile. On va regarder un petit peu ça. Ça a l'air d'arriver. Ça a l'air d'arriver. Ok, je pense qu'on est bon, Tanguy. Allez, on va commencer. Bonjour, donc bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire qu'on organise. Bon, on organise régulièrement des webinaires sur des sujets différents. Aujourd'hui, on a 1 heure à peu près avec vous. On va parler d'un sujet assez spécifique aujourd'hui, comment réduire votre LCOE grâce aux solutions Smart PV Utility de Huawei. Donc, on va parler de solutions à haute tension, on va parler d'HTA, donc des onduleurs PV, de la gamme onduleur PV Huawei, et des accessoires de supervision, et on va parler aussi des postes de transformation Huawei. Voilà, quelque chose qui a une importance non négligeable dans ces schémas. Alors, je me présente, moi, Thomas Dubief, je suis Regional Manager, en fait, je m'occupe de la région Occitanie chez Green Power. Je m'occupe aussi de certains comptes directs nationaux, donc, qui ont des sujets, effectivement, en général, utility. Et Tanguy, je te laisse te présenter. Avec plaisir, bonjour à tous. Moi, c'est Tanguy Leduc, donc Solution Manager sur Green Power sur le marché français. Donc, voilà, en gros, je suis le responsable technique avant-vente de Green Power sur la France. Super. Je propose qu'on passe à l'agenda. Alors, on a 1 heure. Alors, à la fois, c'est beaucoup et c'est très peu. Sur l'agenda, si tu l'as, Tanguy, c'est dans le mettre des... Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vous fais une présentation quand même de Green Power pour ceux qui ne nous connaissent pas, une vue d'ensemble forcément de la gamme Huawei dédiée à l'utility dans la gamme HTA, comme on l'appelle plus simplement. Tanguy va vous faire un long moment, en fait, bien entendu, sur les onduleurs PV, utility et sur les postes de transformation Jupiter. On se garde un moment de questions-réponses. Vous avez un chat, en fait, où vous pouvez nous poser vos questions. Voilà, je pense que c'est très bien qu'on puisse vous faire le global de présentation et on se garde un moment à la fin, on pourra répondre à toutes vos questions. Ce sera le bon ordre, je pense. Voilà, on peut continuer. Alors, rapidement, hein, Green Power, pour vous présenter, nous, on est VAP, on est le partenaire Huawei, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire Green Power? En fait, on est l'importateur historique des produits et des solutions Huawei en France. On est leader en France, certains pays d'Europe comme la Grèce, et en Afrique. Nous, on propose des solutions PV, bien entendu, des solutions de stockage de l'énergie, de gestion de l'énergie, de mobilité électrique. On est aussi VAP AICO, c'est un autre sujet qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais VAP sur les modules AICO, le fabricant de cellules AICO qui fabrique des modules qui sont une importance pour nous aujourd'hui, mais voilà, en gros, nous, on est l'importateur Huawei historique sur plusieurs pays. On va vous montrer par la suite. On peut y aller, je pense. Voilà. Petit peu d'histoire quand même, c'est important. On a été
notre fondateur est toujours le même fondateur, bien entendu, et président du groupe. Donc Green Power a été fondé en 2009. On est VAP officiel en France depuis 2014. VAP, c'est Value Added Partner, en fait, le partenaire proche de Huawei, l'antichambre de Huawei, comme on dit. On est VAP en Afrique aussi depuis 2016. On est VAP sur la péninsule, donc Portugal-Espagne depuis 2018. Et on a établi à peu près en sortie de stock Huawei, on va dire, ou en raccordement, plus de 10 gigas depuis 2009. Voilà un peu notre empreinte. On va donner quelques éléments encore voilà, sur nos marchés. Alors là, on est sur le marché français, bien entendu. Je crois qu'il y a des gens qui se sont inscrits, qui sont aussi sur d'autres marchés que nous adressons. Sur le marché européen, essentiellement, ça va être France, Espagne, Portugal. Un petit bout de Belgique. On a aussi des projets, on suit nos clients sur des projets sur quelques autres pays européens. Et après, sur l'Afrique, on est à peu près sur 20 pays en Afrique, avec deux sièges bureaux pour l'activité africaine qui sont Casablanca au Maroc et Tunis en Tunisie. On a aussi, il ne faut pas l'oublier, nos marchés français sur les Dromcom, où on a beaucoup d'activités avec vous. Alors, pourquoi Green Power? Parce qu'on est l'importateur historique de Huawei, hein, c'est nous qui sommes là au démarrage de leur multi-MPPT avec Huawei. On continue de l'être, hein, nous on est monomarque, on ne fait pas autre chose. Donc j'espère une expertise PV qui est reconnue, certifiée, avec Huawei bien entendu. On y reviendra, mais on est CSP5 nous chez Huawei. Notre consulting, là vous avez Tanguy en fait, et toute l'équipe solution qui est avec lui, tous nos ingénieurs solutions, dans plusieurs pays bien entendu. Notre consulting, c'est aider au SEO, au CAPEX, à l'OPEX, au design, au développement. Bien sûr, notre compétence sur les écosystèmes des marchés, je pense qu'on connaît les marchés, on connaît les divers marchés sur les différents pays qu'on adresse. La structure commerciale, c'est important chez nous aussi, sur du commerce bien entendu, donc pouvoir s'occuper à la fois de nos distributeurs, à la fois de nos clients directs, à la fois connaître, répondre au mieux à toutes vos attentes au quotidien. Ça, c'est des choses qu'on fait sur nos territoires et au plus proche dans nos territoires. Voilà, on a une supply chain puissante et active, bien entendu, on livre vite. On a des stocks en France, hein, le stock Huawei France, en fait, c'est le stock de Green Power. Donc, on a entre 300 et 500 mégas de stock. Et puis, le support client chez nous qui est basé à côté de Rennes à la Gravelle, notre siège historique, et Aix-en-Provence, où d'ailleurs, il y a des équipes solutions et services. Qu'est-ce qu'on peut voir ensuite? Voilà, nous, on est partenaire certifié, c'est ça le statut de VAP. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça ne sous-entend pas, d'ailleurs, c'est du réel. La hotline, chez nous, qui est disponible, vous aurez, à la fin, en fait, vous aurez aussi notre email Huawei Service France directement. On a une hotline qui répond directement à vos besoins, que vous soyez petit installateur, grand installateur, client, pas client. On vous répond tout le temps. On va pouvoir gérer tout ce qui est ticket. C'est Green Power qui va gérer vos tickets. On va gérer les sujets de supervision, de mise en service, voilà, tout cet accompagnement. Aujourd'hui, Green Power est assez fier d'être CSP 5. On est certifié 5 étoiles CSP. On a la capacité de vous accompagner jusqu'aux mises en service, en fait, et faire du commissioning sur site. On a toutes les capacités requises en interne et le personnel en interne pour aller jusqu'à cette mise en service, que ce soit sur du poste Jupiter, dont on va parler, du poste de transformation, de la batterie, quelle que soit la typologie de batterie par exemple, et même sur le résidentiel, hein, on a des équipes qui sont aussi disponibles pour aider les gens à faire des choses. Voilà en gros l'idée globale. Nos segments de marché, bien entendu, sont ces trois grands segments qu'on va appeler résidentiels. Alors, nous, notre rôle, c'est d'accompagner nos distributeurs sur le marché résidentiel. Green Power ne fait pas directement le marché résidentiel. Nous vendons les solutions Huawei et l'accompagnement sur le marché résidentiel via la distribution en France. Après, on a tout ce qui est CNI, le commercial, l'industriel, où là, nous avons des distributeurs, bien entendu, qui adressent le marché et nous sommes là pour les accompagner et accompagner leurs clients. Là, Green Power a aussi ses clients
en direct, historique, donc des développeurs, des EPC, et des bureaux d'études sur toute la partie CNI 400 volts. Et après, l'utilities qui nous regarde aujourd'hui, les grandes centrales, toutes les boucles HTA en général, qui ne sont pas forcément que des grandes centrales, mais voilà, avec des développeurs de projets, des EPC et aussi des bureaux d'études. Les solutions PV, elles sont dédiées forcément à chaque marché. Aujourd'hui, on va parler du marché que vous voyez tout en haut, le marché utility. Donc, on va l'appeler HTA, on va simplifier, avec la gamme d'onduleurs 215 KTL, 330 KTL, les postes Jupiter, 3000, 6000, 9000. On va parler du poste 3000, Tanguy nous expliquera pourquoi. Les solutions de stockage HTA, qui sont aujourd'hui, on a la Luna 2000 qui, sur des postes, alors, c'est des containers aussi, on a des puissances de 1 MWh, 2 MWh, 4,5 ou 5 MWh. Les versions 1 MWh et 2 MWh sont des air cooling. Aujourd'hui, on est dans des versions liquid cooling sur les containers. C'est en train de changer, donc on passera sur des 4,5 ou 5 MWh liquid cooling très bientôt, qu'on pourra réduire à 2,25 ou 2,5 MWh. Ça, c'est l'évolution à venir. On en parlera dans un autre moment, mais voilà, c'est important de savoir aussi que la suite de la boucle HTA chez nous, c'est aussi du stockage. Bien sûr, tout ce qui est communication et supervision, avec des petites tendances, dont l'IV curve, des choses comme ça, dont Tanguy va vous parler. Voilà pour la gamme utility et ce qu'on va voir aujourd'hui. Tanguy, je crois que je peux te laisser prendre. Si tout est clair, Ouais. voilà. On y est. Ça marche. Je vais reprendre la main, nickel. Donc c'est parti, rentrons donc dans le cœur du sujet. Donc l'idée étant aujourd'hui de parler donc des solutions, ce qu'on appelle Smart PV Utility chez Huawei, et donc spécifiquement donc des onduleurs PV et des postes de transformation. Donc les onduleurs PV sur cette gamme Utility sont des onduleurs PV qui travaillent à 1500 volts en DC, 800 volts en AC. Et puis les postes de transformation, donc qui sont des postes de transformation qui sont disons en format de container, donc des containers 20 pieds. Et sur la partie HTA, on peut travailler donc entre 11 et 35 000 volts avec différentes gammes de tension. Donc l'idée étant sur ce poste de transformation d'avoir un compartiment d'abord basse tension. On va raccorder à 800 volts les différents onduleurs PV, puis ensuite le transformateur au milieu, et puis à droite, là, sur l'image, le compartiment HTA. Voilà, donc c'est une solution totalement compacte de poste de transformation en container 20 pieds, permettant donc d'avoir une solution totalement pré-câblée, pré-assemblée, et d'avoir une installation simple et rapide de toute notre installation. Donc les avantages principaux, c'est une solution tout en un. Donc ce que je disais, c'est qu'effectivement on a un unique fabricant pour vous fournir les différents produits entre les onduleurs PV et les postes de transformation, mais également donc sur la partie PV, comme Thomas on a parlé un peu, introduit le sujet sur la marque Aiko. On commercialise également les modules PV Aiko, et également dédiés aux grosses centrales au sol. Mais donc voilà, sur la partie Huawei en tout cas, donc les onduleurs PV string 215 ou 330 et les postes de transformation qui viennent en 3 versions, 3000, 6000 ou 9000. Donc pour les onduleurs PV en tant que tels, donc les 215 et les 330. Donc il faut savoir que historiquement, on a commercialisé à 800 volts différentes versions d'onduleurs sur du 800 volts. Les premières onduleurs 800 volts étaient des 60 kW, puis ensuite on est passé sur des 100 kW, puis des 105, ensuite des 185, et puis aujourd'hui des 215 et 330. Donc, depuis 2011, disons que Huawei a démarré la fabrication d'onduleurs PV. On est un peu augmenté en puissance, et aujourd'hui on arrive à faire des onduleurs de 330 kW qui vont faire
en gros 100 kg. Donc, il reste des onduleurs en fait, qui peuvent être installés facilement sur site, et donc avec toute cette logique d'onduleurs de chaîne PV. Et donc, les 215 ou les 330, même principe, on appelle ça un onduleur de chaîne parce que, oui, on peut raccorder chacune des chaînes PV au niveau des onduleurs. Donc, le 215 KTL, lui, est un onduleur PV de chaîne, disons, entre guillemets, classique. On va avoir 2 entrées par MPPT, 18 entrées, 9 MPPT, avec un courant max de 30 ampères par MPPT. Et puis, on a sorti en fait une version 330 spécifiquement pour avoir un onduleur d'autant plus versatile, ou en tout cas un onduleur qui permet de pouvoir être compatible avec d'autant plus de modules PV du marché. Au vu de l'évolution des modules PV sur le marché, aujourd'hui, on peut avoir des modules PV qui montent à des courants importants, voilà, plus de 17, 17,5, 18 ampères. L'idée, c'est effectivement de sortir du coup une configuration en DC légèrement différente pour trouver voilà, un optimum technico-économique voilà, industriellement, où on travaille avec en fait un peu moins d'MPPT, donc on a plus d'entrées par MPPT. Et là, on travaille avec 4 ou 5 entrées par MPPT. Au total, donc on a 28 entrées pour 6 MPPT, avec un courant max donc par MPPT de 65 ampères, nous permettant beaucoup de pouvoir être compatible avec tous les modules PV du marché. On va faire un focus sur les différentes fonctionnalités de sécurité qui sont très innovantes chez Huawei sur les onduleurs. En gros, on va dire qu'il y a 3 nouvelles fonctionnalités. Alors, la première, c'est celle-là, le SSLD, donc le Smart String Level Disconnector, donc, qui a été développé parce que, voilà, déjà, le problème principal, il y a 75% des défauts sur les centrales PV qui viennent de défauts côté DC. Voilà, que ce soit des câbles endommagés, ou des connecteurs DC qui auraient été mal sertis, ou quoi que ce soit. En tout cas, ça crée voilà, un point chaud et donc potentiellement des arcs électriques aussi côté DC. Mais ça peut être aussi des défauts inhérents à l'onduleur en tant que tel, avec des courts-circuits en interne dans les onduleurs, où on a avec le temps potentiellement des endommagements de certains éléments en interne. Donc le SSLD, c'est quoi? C'est en fait un interrupteur automatique qui va donc déconnecter les chaînes PV en cas de défaut d'essai. Et ça se fait extrêmement rapidement. Alors, on parle de déconnecter en moins de 250 millisecondes, que ce soit pour des défauts d'inversion de polarité ou si on a des courants inverses côté d'essai. Et ça se fait en moins de 16 millisecondes si on a un court-circuit interne dans l'onduleur. Voilà. Cette fonctionnalité, elle est évidemment voilà, conforme avec les normes en vigueur et puis validée par les différents bureaux de contrôle, là, spécifiquement sur le marché français, comme voilà, la Socotec, entre autres. Deuxième fonctionnalité, le SCTD, alors qu'on appelle le SCTD, le Smart Connector Temperature Detector. Donc, c'est en fait des capteurs de température qui sont montés sur le circuit imprimé, eh bien, là où on raccorde les différents connecteurs d'essai. Donc, le problème principal, il vient du principe qu'en fait, sur tous ces défauts en DC, on va dire qu'il y a en gros un tiers des défauts qui viennent pour des raisons de défaut de connecteurs d'essai. Donc, en gros, des connecteurs d'essai qui auraient été mal sertis ou avec le temps, en fait, eh bien, voilà, disons, les connectiques vont un peu s'endommager et donc on vient créer des points chauds dans les connecteurs. Donc, le risque est que les connecteurs fondent. Et donc, après, si le connecteur en interne dans l'onduleur est fondu, en fait, on doit remplacer l'onduleur. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté ces capteurs de température côté DC, afin que quand il y a une température anormale qui est détectée, une température trop importante, eh bien, l'information va être transmise à l'onduleur et qui va directement en moins de sur l'ordre de quelques centaines de millisecondes, et bien de couper la partie d'essai afin de protéger l'onduleur. Du coup, on va en profiter pour regarder une petite vidéo là-dessus, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, on parle bien des connecteurs d'essai qui sont à côté d'essai de l'onduleur, en dessous de l'onduleur. On voit qu'ils sont donc
mis sur donc une carte imprimée en interne dans l'onduleur. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté différents capteurs de température, hein, comme je disais, au niveau de ce circuit-là. Et donc, voilà, on vient détecter, donc s'il y a une température anormale qui vient être détectée, eh bien, on vient directement activer notre SSLD qui vient donc ouvrir le DC switch qu'on voit sur la gauche de l'écran. Troisième protection, qui est aussi très intéressante, c'est le Smart Self Cleaning Fan, SSCF. Alors, on adore les terminologies comme ça chez Huawei. Donc, Smart Self Cleaning Fan, donc, en gros, c'est une fonctionnalité, on va dire, d'auto-nettoyage des ventilateurs. Donc, c'est une fonctionnalité qui est extrêmement intéressante puisque voilà, dans tout type d'environnement qui peut être un peu poussiéreux, etc., bien, il y a toujours des impuretés qui peuvent potentiellement s'insérer dans le compartiment de ventilation d'onduleur et donc amener finalement à avoir un certain derating aussi au niveau de l'onduleur. Et puis finalement, en fait, même à venir endommager les ventilateurs qui sont au niveau de l'onduleur. Donc, voilà, c'est des actions de maintenance en plus à faire. Donc, l'idée de cette SSCF, c'est bien de minimiser finalement les interventions qui peuvent être non nécessaires sur site. Et donc, comment ça fonctionne on va le voir peut-être dans une vidéo. Donc, l'idée, c'est qu'à l'arrière de l'onduleur, on a tout un compartiment de ventilation qui est bien totalement externe à l'onduleur. L'onduleur est IP66. Mais donc, sur ce compartiment-là, ce qu'on voit à l'intérieur, c'est qu'en fait, il y a des ailettes de dissipation thermique, mais il y a donc surtout ces ventilateurs-là qui sont en dessous. En fait, l'air va venir par en dessous de l'onduleur et puis s'extraire par au-dessus. Et donc, ces ventilateurs vont en fonctionnement avoir un sens de rotation dans un certain sens pour pouvoir aspirer l'air. Et l'idée, c'est qu'en fait, avant le fonctionnement de l'onduleur, en fait, on va pouvoir configurer, donc c'est ça le SSCF, donc l'auto-nettoyage, c'est qu'en fait, on va inverser le sens de rotation de ces ventilateurs pour pouvoir justement évacuer ces impuretés qui auraient pu s'insérer dans l'onduleur. Et donc ça, c'est une fonction donc, qui est configurable au niveau de l'onduleur en fonction des besoins. Donc voilà côté onduleur. Maintenant, on passe au côté plateforme de monitoring, ce qu'on appelle Fusion Solar. Fusion Solar qui est une plateforme web totalement gratuite, aussi une application. Donc là, vous pouvez voir des captures d'écran de la plateforme web Fusion Solar qui est extrêmement complète, où vous pouvez avoir donc, toutes vos installations qui vont être référencées dans une seule et même plateforme. Donc ça, cette plateforme permet d'avoir un suivi très détaillé de la performance de votre installation, également un suivi typiquement des alarmes, donc ce qu'on voit là à droite, un suivi des alarmes avec des codes couleurs spécifiques. On va référencer les types d'alarmes en fonction de leur sévérité. Et puis, vous pouvez aller vraiment dans les détails de chacune de ces alarmes, voir les potentielles causes et actions à mettre en œuvre pour chacune de ces alarmes. Concernant le suivi de performance, alors ça c'est un exemple d'une fonctionnalité toujours gratuite dans Fusion Solar qui est donc qu'on appelle l'analyse de coefficient de variation. Donc le principe c'est qu'on va comparer la déviation moyenne de production PV d'une chaîne par rapport à sa moyenne de production historique. Donc ça va être suffisamment intelligent pour pouvoir justement analyser s'il y a une déviation plus ou moins importante et donc pouvoir détecter finalement des chaînes qui pourraient être défectueuses ou pas produire de la bonne manière. Donc ça, c'est l'analyse du coefficient de variation intégré dans la plateforme Fusion Solar. Puis là, j'ai choisi aussi de faire un focus spécifique sur cette fonction-là, donc qui est le diagnostic de courbe IV. C'est une fonction qui est plus qu'utilisée sur toutes les grosses centrales au sol avec les produits Huawei.
Faut savoir que Huawei a été le premier fabricant en fait, à développer cette fonctionnalité il y a déjà très longtemps. Et qui permet donc en fait à distance de pouvoir faire un diagnostic de courbe IV. Alors, peut-être pour l'histoire, pour comprendre, il s'avère que sur toutes les grosses centrales au sol historiques, alors typiquement avec des gros onduleurs centralisés, etc., bah, il n'y avait pas cette possibilité finalement de pouvoir faire un diagnostic, évidemment, comme ça via software. Et donc, sur ces grosses centrales-là, bah, il faut arriver avec des traceurs de courbe IV. Donc, c'est en gros un appareil qui peut avoir la taille d'un voltmètre, hein, mais peut-être un petit peu plus gros. Et donc l'idée, c'est qu'on vient raccorder chacune des chaînes PV en fait à l'intérieur de ce traceur. Donc on va pouvoir faire, je ne sais pas, voilà, 5 à 10 chaînes PV en même temps, et puis on va tracer la courbe PV. Donc l'idée, enfin, la courbe IV. Donc le principe de tracer cette courbe IV, c'est qu'en fait, on va faire varier la tension sur tout son intervalle de fonctionnement pour avoir différents points de courant. Et donc, en fonction de l'état de cette courbe, on va pouvoir eh bien, analyser et pouvoir finalement conclure sur si effectivement la chaîne fonctionne correctement ou non. Et donc, à l'époque, toutes ces analyses-là se faisaient sur site et prenaient un temps considérable. L'idée, c'est que là, aujourd'hui, et depuis déjà un certain nombre d'années, eh bien, on a intégré ce diagnostic de courbe IV dans les équipements Huawei. C'est un algorithme qui est intégré dans le Smart Logger, donc on peut activer via Fusion Solar avec un simple bouton. Et on peut le faire à n'importe quel moment de la durée de vie de l'installation. C'est une analyse qui est extrêmement rapide. Hein. En gros, disons pour une centrale de 50 MW, ça va se faire en moins de 5 minutes. Il va faire une analyse, un check, donc un scan en fait de tension au niveau de chacune des entrées, de chacun des onduleurs PV de toute l'installation. Il va pouvoir faire plus de 200, 300 onduleurs comme ça en moins de 5 minutes. Et puis, vous recevrez un rapport automatiquement depuis la plateforme Fusion Solar qui va dire typiquement que la chaîne numéro 22 de l'onduleur 9 du PTR4, elle a un micro-crack. Voilà. Donc, ça nous permet évidemment de pouvoir minimiser un peu les interventions non nécessaires sur site. Et donc, de pouvoir réellement localiser beaucoup mieux les défauts. Hein. Quand on va aller sur site, on sait qu'on va devoir aller voir cette chaîne 22 de l'onduleur 9. Donc, c'est des vrais gains de temps. Et cette fonctionnalité-là, elle est totalement certifiée et elle est, vous pouvez lui faire totalement confiance. Il y a un total de 14 types de défauts détectables. Donc entre eux, soit des micro-cracks, des diodes défaillantes ou même des poussières sur un module PV. Donc voilà, ça c'est le diagnostic de courbe IV. Et il faut savoir que ça vient en fait avec une licence cette fois-ci. Donc c'est une licence payante, donc une licence qui se paye en gros par onduleur. On prend par numéro de série d'onduleur. On va pouvoir payer cette licence. Voilà. Par onduleur. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit là-dessus. Et donc maintenant, sur les postes de transformation, alors, encore une fois, je répète, n'hésitez pas à de toute façon mettre vos différentes questions sur le chat et puis on y répondra à la fin. Donc les différents modèles de postes de transformation, les voici déjà sur le tableau. Alors déjà avant toute chose, donc bien comprendre, je répète que le poste de transformation Huawei est un poste de transformation en container 20 pieds, une solution standardisée avec le tableau de basse tension qui va avoir un certain nombre de disjoncteurs sectionneurs pour chacun des onduleurs en fonction de sa version, un transformateur et puis un compartiment HTA. Donc sur la partie basse tension, en fait, et puis c'est également sur le transformateur, en fonction des versions, on va mettre plus ou moins de protection côté BT et puis des transformateurs plus ou moins gros. Donc en gros, il y a 3 versions. Il y a une 3000, une 6000 et une 9000. Donc la 3000, c'est un poste de transformation avec un transformateur avec un enroulement où on va pouvoir connecter jusqu'à 11 onduleurs 330 kTLH1. Sur la 6000, en fait, c'est le double parce qu'en fait, c'est un onduleur à 2 enroulements, donc avec 2 tableaux de basse tension 800 volts.
Et donc, c'est 2 tableaux de basse tension de 11 onduleurs. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à 22 onduleurs 330 kTLH. Et sur le 9000, donc un poste de transformation avec un transformateur de 2 enroulements, où là, sur chaque enroulement, on va pouvoir mettre plus de puissance, puisqu'on peut monter jusqu'à 15 onduleurs 330 kTLH. Petit détail, alors spécifiquement pour le marché français, aujourd'hui sur réseau Enedis, on pourra raccorder que ce modèle-là, donc de Jupiter 3000KH1. Pour la simple raison que voilà, sur réseau Enedis, pour les raccordements Enedis, il y a des sujets de courant d'enclenchement au niveau des transformateurs. Donc, vous ne verrez jamais de transformateur de plus de, allez, on va dire 4500 kVA en raccordement sur réseau Enedis. Pour la simple raison que du coup, quand on a un transformateur à 2 enroulements, qui est le cas pour la 6000 ou la 9000, et bien là, le courant d'enclenchement, du coup, va être 2 fois plus important. Donc voilà, donc Jupiter 3000 en tout cas pour le raccordement réseau Enedis et 6000, 9000 sur RTE. Voilà, au niveau du transformateur, on travaille donc de 11 à 35 000 volts. Alors, on a des solutions standardisées par pays. Bon, typiquement pour la France, évidemment le 20 000 volts pour réseau Enedis, mais on a voilà, toutes les tensions disponibles entre 11 et 35. Le transformateur est un transformateur à huile, donc on va en reparler aussi justement sur l'implantation de la cuve de rétention d'huile. Au niveau basse tension, on travaille en régime de neutre-IT, puisque le transformateur n'a pas de neutre. Donc, de toute façon, on travaille sur un régime IT sans neutre. Au niveau des cellules HTA, pour le marché français, on est sur des cellules de manière standard, des cellules Siemens, les 8DJH de chez Siemens, donc avec gaz SF6 ou sans gaz SF6, puisque à partir du 1er janvier 2026, on aura l'obligation, en Europe en tout cas, de travailler avec des cellules HTA sans gaz SF6. Et donc là, on travaille avec la version spécifique de Siemens, qui s'appelle la BlueGIS de Siemens, qui est donc sans gaz SF6. Voilà déjà pour une petite introduction. Ensuite, sur le schéma de communication, donc l'idée, c'est que sur une grande centrale, alors là, on parle spécifiquement de grande centrale au sol. Alors, on va donc avoir un PPC SCADA au point de raccordement avec le réseau. On dit autrement, au niveau du point de livraison, du poste de livraison. Donc, le PPC SCADA qui est au niveau du poste de livraison. Et puis, on va avoir donc nos différents postes de transformation, donc qui sont alors sous les normes françaises. Je sais qu'il y a beaucoup de nos clients français là qui nous écoutent. On parle bien donc au niveau du PDL de la norme C1300 et puis au niveau des PTR des C13200. Donc le container Huawei, poste de transformation 3000, 6000, 9000, sont bien compatibles avec la norme C13200. Donc voilà, donc l'idée c'est qu'on va avoir en fait sur l'installation répartis sur le champ PV différents postes de transformation, et pour chaque poste de transformation on va avoir un coffret de communication qu'on appelle la Smart AQ qui va intégrer un Smart Logger et permettre différentes fonctionnalités, entre autres la communication MBus avec les onduleurs, qui est la communication CPL, courant porteur en ligne, mais également la fonctionnalité d'anti-PID, donc qui permet d'éviter la dégradation des modules PV via effet PID. Et donc, dans chaque Smart AQ, donc pour chaque poste de transformation, on va avoir un Smart Logger. Et en termes de communication, on va faire un anneau de fibre optique entre les différents Smart Loggers de l'installation. Et puis, sur cet anneau de fibre optique, on va se raccorder au niveau du PDL, là où on a notre PPC SCADA, qui est lui bien l'élément de contrôle de l'installation, qui lui, en fait, fait l'interférence, entre guillemets, avec l'opérateur de réseau. Donc, lui, il va recevoir les commandes de l'opérateur de réseau, et puis il va les transmettre via Modbus TCP/IP aux différents Smart Loggers, qui, eux, vont analyser cette information et la transmettre ensuite aux onduleurs PV pour des ordres de commande de puissance active ou de puissance réactive. Voilà. Et ça se fait extrêmement rapidement. On a des vitesses de transmission de données qui sont vraiment très rapides.
Donc voilà un petit peu au niveau du schéma de communication. Ensuite, donc déjà pour voir quelques petites photos du poste de transformation, là on voit le poste de transformation en container, donc qui est mis sur ces fondations, là ici en long green béton. On voit eh bien là ici le coffret de communication spécifiquement en fait qui vient directement s'installer eh bien sur le poste de transformation à l'extérieur, à l'emplacement qui est prévu à cet effet. Voilà. Sur les modèles de Smart Accu, il y en a 4 différents. Bon, je ne vais pas aller en détail de tout ça, on pourra le revoir un peu projet à projet avec vous. Mais voilà. En tout cas, l'idée, déjà de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et en fonction du PPC SCADA qui est utilisé, en fait, il est possible aussi parfois le fabricant de PPC SCADA va demander en fait de rajouter des modules d'entrée-sortie. Donc, il y a des petits tableaux de communication qui peuvent être comme ça mis à l'extérieur devant l'onduleur ou enfin, devant le poste de transformation. Ou à la limite, ces modules-là, ils pourraient être mis aussi au-dessus de la Smart Accu. Des modules d'entrée-sortie, en gros, pour pouvoir manœuvrer les protections HTA du post-transfo et également la protection générale BT motorisée. Donc, voilà. Chose qui n'est pas forcément obligatoire, puisqu'en fait, on pourrait travailler directement via Modbus TCP avec le Smart Logger et directement en fait pouvoir manœuvrer en fait ces différentes protections depuis le Smart Logger via des ordres Modbus TCP/IP. Donc à voir en fonction du fabricant de PPC SCADA. Voilà un peu du visuel du poste de transformation, différentes vues, donc toujours tableau de basse tension, transformateur, le compartiment HTA, donc le coffret SACU, coffret de communication Huawei, et puis au-dessus, là, ce qu'on voit, c'est typiquement, c'est un petit UPS qu'on peut fournir également, si jamais c'est nécessaire. Voilà, on pourra revenir en détail de tout ça. Et puis là, on voit une vue ouverte du poste de transformation. Donc là, on voit que c'est un transformateur à 2 enroulements parce qu'on voit qu'il y a les 2 tableaux de basse tension côté BT, 2 tableaux de basse tension 800 volts, le transformateur et puis les cellules HTA ici. Voilà. Et ben, ça va être intéressant. On va voir une petite vidéo pour mieux voir les différents éléments. Donc les 3 compartiments, là, le tableau de basse tension, le transformateur au milieu et puis les cellules HTA. Donc on voit qu'il y a différentes portes qui sont dédiées pour chaque compartiment. Donc là, ce qu'on voit, c'est effectivement l'envoi en sortie d'usine du poste de transformation. Il faut savoir qu'il y a des tests évidemment avant envoi qui sont réalisés, des tests qu'on appelle FAT, donc Factory Acceptance Testing, donc, voilà, qui sont faits avant envoi. Il est d'ailleurs possible de venir assister au FAT directement sur site avant envoi. Donc avant envoi sur votre site de production, que ce soit en France, en Espagne, Portugal ou en Afrique ou autre. Mais sinon, donc si vous ne venez pas assister à ces FAT, eh bien de toute manière, on vous enverra un rapport de test, voilà, 1 ou 2 semaines après envoi. Donc voilà, là-dessus, en tout cas, ce point, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, la logistique, elle est carrément facilitée. Et puis, surtout, l'implantation. Donc, on va pouvoir réellement vous faire des offres pour voilà, livraison directement sur site. Derrière, il faut savoir que vous allez devoir gérer la partie grutage. Mais l'idée, c'est qu'on arrive avec une grue, on récupère le container et puis on le met directement sur ces fondations qui auraient été préparées en amont. Donc, c'est une implantation finalement qui est extrêmement rapide parce que le container, c'est une solution totalement plug and play. Il est pré-câblé, pré-assemblé. Il ne reste plus qu'à finalement raccorder les onduleurs PV côté BT et puis derrière notre réseau HTA pour se raccorder au niveau du PDL. Donc voilà. Hop. Alors, pour aller un petit peu plus en détail de chaque compartiment rapidement, le tableau de basse tension, voilà à quoi ça ressemble. Donc, on voit là en dessous les différents disjoncteurs sectionneurs pour chacun des onduleurs PV. Ici, le disjoncteur de tête motorisé. Et puis ensuite, il va y avoir différentes protections. Alors, typiquement pour la communication MBUS, pour l'anti-PID.
Et puis voilà, après différentes arrivées, et puis aussi tous les câblages de contrôle aussi sur le circuit, voilà, pour alimenter les différentes bobines de l'installation. Voilà. Donc, tout se fait en tout cas dans ce tableau de basse tension. Au niveau du transformateur, hein, donc transformateur qui est certifié éco-design, où on va avoir toutes les protections nécessaires intégrées entre les protections de, enfin voilà, en tout cas la mesure de la température de l'huile, du niveau de l'huile, la pression, protection contre les accumulations de gaz. Bon, en gros, ce qu'on appelle en France la protection DGPT2, hein, donc de détection gaz, pression, température, qui est voilà, totalement conforme et certifié. D'ailleurs, on a aussi des avis techniques de bureaux de contrôle spécifiques qui sont même allés en Chine pour aller analyser nos postes de transformation directement en Chine. Donc, on a des avis techniques spécifiques hein, pour bien confirmer la bonne conformité de nos différents appareils, et donc évidemment le transformateur et toutes les protections nécessaires pour le transformateur. Les cellules HTA, donc comme je disais, hein, la solution un peu standard chez Siemens de 8 DJH, donc soit sans gaz SF6 ou avec, en fonction de ce qui est nécessaire. Il faut savoir qu'en fait, alors je reviens un peu sur l'aspect réglementaire, ce qu'on a parlé juste avant. Tout l'appareillage 24 000 volts, ce sera obligatoire à partir du 1er janvier 2026, donc de passer sous des cellules qui n'ont pas d'isolant en gaz SF6. Donc évidemment, on peut le proposer aussi. Donc voilà, voilà l'idée, voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, sur l'implantation, quelques photos. Hein, différentes implantations sont possibles. On a des plans d'implantation variés, de préconisation. Maintenant, ça reste voilà, totalement à votre décision de voir comment réaliser ces fondations-là. Donc, soit un peu en type voilà, de long green béton, soit en pilier. Soit on peut avoir une structure métallique aussi. À noter, donc il faut ajouter une cuve de rétention d'huile hein, qui n'est pas incorporée dans le conteneur. Et donc ça qui est également à votre charge, hein, de prendre en compte évidemment ce cuve de rétention qui est au final quelque chose d'assez simple, hein, une cuve en béton qu'on va mettre sous le conteneur, ou alors qui pourrait être déportée au final sur le côté du conteneur. Typiquement, ça c'est des solutions qu'on fait beaucoup, typiquement quand on est vraiment dans des endroits assez reculés. Généralement, c'est un peu ce qu'on recommande, plutôt que voilà, faire une fondation béton en tant que telle. En fait, on pourrait voir pour livrer avec des partenaires aussi des cuves de rétention de ce type-là qui seraient déportées. Donc voilà, c'est des choses à voir. Et voilà, ici simplement pour clarifier les choses, c'est que déjà, on vous accompagne évidemment sur toutes les phases du projet, que ce soit en avant-projet, en design d'installation, etc. On va essayer de voir ensemble comment optimiser tout ça, mais aussi sur site, hein, au moment de la mise en service, vous aurez des ingénieurs donc, de chez Green Power et de chez Huawei sur site pour vous accompagner. Et bien sûr s'assurer de la bonne conformité de l'installation et puis réaliser la mise en service avec vous, la configuration des différents équipements. Donc on en parlait, c'est vrai que c'est le sujet hein, de notre webinaire, donc le LCOE, le Levelized Cost of Electricity, qui est donc le CAPEX, l'OPEX, les productibles. Donc l'idée pour minimiser hein, le LCOE, eh bien, il faut voilà, minimiser le CAPEX et les OPEX, donc les coûts d'opération et de maintenance sur toute la durée de vie de la centrale. Et évidemment, maximiser le productible. Et donc, toute la solution Huawei, hein, évidemment, pensée pour minimiser le LCOE et pour différents aspects. Donc, déjà, en termes d'énergie, je pense que ça, c'est assez simple à comprendre. Sur les onduleurs PV de chaîne, on travaille sur des onduleurs multi-MPPT. Hein, donc, on a beaucoup de points d'algorithmes de suivi de puissance
pour chacune de nos chaînes PV, et donc qui permet de minimiser le mismatch sur l'installation. Ça, c'est un premier point. Ensuite, en termes de rendement, hein, on a les rendements les plus hauts du marché, que ce soit au niveau de nos onduleurs PV, mais également au niveau de nos transformateurs. Hein, on pourra vous envoyer aussi les valeurs là-dessus spécifiques de nos transformateurs de rendement qui sont extrêmement hauts, avec des pertes très faibles. Mais aussi, si je reviens sur les onduleurs PV en tant que tels, on a des rendements aussi très importants, et ça, on n'en parle pas trop. Enfin, en tout cas, les fabricants n'en parlent pas trop, alors que c'est un point hyper important, c'est par rapport au rendement du MPPT en tant que tel. Puisque en fait, le MPPT, en fonction du temps, il faut qu'il puisse répondre extrêmement rapidement à des variations de tension, des variations de puissance, enfin, d'irradiation. Et donc, il y a un certain rendement dynamique à avoir en fait, de jeu de jeu du MPPT à l'intérieur. Il faut que ce soit extrêmement dynamique. Et puis ensuite, on parle de disponibilité. Évidemment, toute la logique même de travailler avec des onduleurs de chaîne, c'est bien de dire, voilà, si j'ai un onduleur défaillant, j'ai qu'une partie de l'installation qui va être coupée, mais je vais pouvoir continuer d'injecter. En plus de ça, on a un taux de défaillance qui est le taux de défaillance le plus faible du marché. Vous pouvez challenger n'importe quel autre fabricant. C'est réellement des onduleurs qui sont extrêmement fiables. On parle de travailler à moins de 0,5% de taux de défaillance annuel sur tous nos onduleurs. Et puis, on en a parlé juste avant, typiquement sur ces fonctionnalités, par exemple, de capteur de température côté DC, qui fait qu'en fait, même si on a un connecteur DC qui va être défaillant, en fait, on ne va pas avoir besoin de remplacer l'onduleur, il ne va pas être défaillant pour ça, on ne va pas abîmer le côté DC de l'onduleur, puisqu'on a des protections adéquates pour protéger l'onduleur. De la même manière, avec la solution de ventilateur qui permet justement de faire un auto-nettoyage des ventilateurs. Et donc, finalement, va permettre toujours à l'onduleur de pouvoir travailler à son plus haut rendement, et donc finalement d'améliorer sa durée de vie. Voilà. Au niveau du CAPEX, il y a pas mal de points, mais on a déjà un peu parlé. Le principe que typiquement côté poste de transformation, c'est une solution containerisée, et réellement on peut arriver jusqu'à plus de 9 mégas sur un simple container 20 pieds. Donc, imaginez déjà l'emprise au sol, et puis les fondations qui sont quand même très minimisées. Donc les coûts de fondation qui sont vraiment minimisés. Ensuite, il y a le transport. Le transport, on est sur des solutions totalement standards. On parle de transporter un container 20 pieds. Donc finalement, le transport est totalement minimisé. Ensuite, sur l'installation, on a parlé des solutions totalement plug and play, où en fait, on arrive avec l'équipement, il n'y a plus qu'à raccorder les différents câbles, et puis on le met en service. Un poste de transformation, en 2 jours, ou 3 maximum, c'est mis en service. On l'implante le premier jour, on fait les checks nécessaires pour s'assurer que tout est à peu près correct, etc. Puis on fait les configurations nécessaires de tous les différents équipements. Mais ça se fait extrêmement rapidement. Et ensuite, en termes d'opération et de maintenance, on en a parlé aussi avec Fusion Solar, avec cette analyse de performance, finalement un suivi de performance qui est extrêmement précis via cette plateforme-là. On a via cette même plateforme la visibilité au niveau de chacune des chaînes PV, mais aussi finalement de ce qui se passe au niveau de notre poste de transformation. Donc on a la visibilité de tous les capteurs de notre poste de transformation dans une seule et même plateforme. Voilà. On a parlé aussi du diagnostic de courbe IV, qui est quelque chose qui va vous faire gagner énormément en termes de coûts d'opération et de maintenance, puisque l'idée, c'est bien de pouvoir aller détecter les défauts de manière très précise au niveau du champ PV, et de minimiser des interventions non nécessaires. Et en termes de remplacement, au niveau des onduleurs PV, c'est toute la logique des onduleurs de chaîne. J'ai un onduleur qui est défaillant, j'ai plus qu'à le remplacer avec un autre. En une demi-journée, j'ai remplacé mon onduleur. Et tout est pensé aussi avec le PTR, où là, on a minimisé en tout cas les complexités qu'on peut avoir sur des différents postes de transformation. Puis on pourrait revenir aussi avec vos projets, mais l'idée, c'est que pour des projets, alors surtout qui sont dans des lieux un peu reculés, difficilement accessibles, etc., on va recommander aussi de travailler avec des packages de spare parts déjà de base qu'on va mettre sur site. Après, pour des projets en France spécifiques qui sont très accessibles et autres,
voilà, ce n'est pas forcément nécessaire, mais on pourra en reparler ensemble. Pour vous donner juste 2 exemples rapidement, après on va vite passer sur l'aspect questions-réponses, parce que c'est vrai qu'on est un peu pris par le temps. Donc un projet là qu'on a mis en service il n'y a pas très longtemps, en avril, avec Greenvolt, qui est un très bon client plus sur la partie ibérique, d'ailleurs en France aussi commence à se développer. Donc en tout cas avec Greenvolt, on a mis en service une installation là, de 2,3 mégas où on a 7 onduleurs 330 sur un poste de transformation 3000. Voilà, donc installation qui a été faite extrêmement rapidement. Je pense que c'est une très bonne référence projet, en tout cas de cette année. Et sinon, un autre projet typiquement au Mali, où on a mis en service alors plus de 23 mégawatts avec 80 onduleurs 330 qui vont être répartis sur 7 postes de transformation des Jupiter 3000 KH1. Alors là, il y avait aussi des réflexions, surtout sur l'aspect du design. Est-ce qu'on parle plutôt sur des solutions de 6000, sur des solutions de 9000 ou plutôt des 3000? Et en fait, il y avait typiquement là, ce sujet en termes de design, de dire on préfère travailler avec des blocs de 3000 pour des raisons de disponibilité en tant que telles, en se disant, voilà, si j'ai un poste de transformation qui tombe, au moins, j'ai que 3 mégas qui tombent, alors que si j'ai un poste de 9000, voilà, avoir des problématiques particulières. Enfin, en tout cas, avoir plus, moins de disponibilité, en tout cas, sur l'installation. Donc, c'est vrai que là, c'était une décision de travailler avec 7 postes transfo 3000 plutôt que, par exemple, avoir 3 postes transfo de 9000. Voilà. Si ça vous va, on peut passer aux questions-réponses. Thomas, je ne sais pas si tu es avec moi. Alors, je suis là. Je suis là. Je ne sais pas si toi tu me vois, mais j'ai disparu de la caméra, alors que je suis là, je vous assure. J'étais là, mais j'ai disparu de la caméra. J'ai essayé plusieurs fois de. Bref, les aléas du direct. Merci beaucoup, Tanguy. J'espère que c'était assez clair pour tout le monde. Effectivement, c'est un sujet qui pourrait prendre de nombreuses heures et des choses qu'on fait habituellement. Première chose à savoir qui fait partie des questions, est-ce que le support présenté est enregistré? Oui, il y a un enregistrement de tout ce qu'il y a là, de tout ce qui a été, de tout ce webinaire. Et par la suite, de toute façon, vous allez recevoir, par notre service marketing qu'on adore, vous allez recevoir, quand vous avez reçu les invitations et les relances, vous allez recevoir le support de présentation. Si je reprends un peu les questions, alors je vais faire un peu le maître de cérémonie. C'est gênant qu'on ne me voit pas, mais bon, c'est comme ça. Question 1 qui n'est pas si simple a priori, mais est-ce qu'il faut des fusibles de chaîne si 3 branches par MPPT sur un 330 KTL? Je le comprends comme ça. Ouais. On va me laisser répondre, mais… Ouais, je prends la réponse, ça marche. Donc, là-dessus, le principe, effectivement, c'est une très bonne question parce que c'est problématique principale, c'est qu'effectivement, on travaille avec plus que 2 chaînes par MPPT sur le 330. Et en fait, il faut savoir déjà que ce n'est pas une nouveauté parce qu'on l'avait déjà fait sur des anciens onduleurs sur les 215 KTL qu'on appelait H3, qui eux avaient déjà cette technologie-là, donc de protection intégrée dans l'onduleur pour se protéger contre les courants inverses. Donc ça, on en a parlé quand on discutait sur cette fonctionnalité de SSLD. Donc c'est le principe effectivement d'avoir une protection intégrée dans l'onduleur pour se protéger contre les courants inverses. Donc là-dessus, sur la question, non, il n'y a pas besoin d'avoir de fusible en external onduleur. On reste toujours sur la même philosophie. On va connecter directement chacune des chaînes PV au niveau de l'onduleur. Et même si on a plus que 2 chaînes en parallèle par MPPT, parce qu'on a cette protection intégrée dans l'onduleur et d'ailleurs protection qui est totalement certifiée et validée par les bureaux de contrôle spécifiquement pour le marché français. Mais voilà. On a des questions aussi sur d'autres marchés, parce que je crois qu'on a des personnes qui ne sont pas forcément sur le marché français. Des questions, alors on ne peut pas toutes les prendre, il y a beaucoup de questions sur est-ce que le support présenté? Oui, le support présenté vous sera donné. Question sur la fonction Smart Connector.
Sur la température des stores. Est-ce que c'est présent depuis toute la gamme Huawei, du coup, c'est un 2000, on va dire, ou uniquement à partir du 215? Ouais. Donc, Bon, c'est une nouvelle fonctionnalité. Donc aujourd'hui, les seuls onduleurs qui ont cette fonctionnalité-là, c'est les 330 KTLH1 et sur la gamme CNI, c'est les 150 MG0. Donc les Sun 2150 MG0. Voilà, donc les 330 et les 150. c'est l'évolution en fait de la technologie Huawei sur les dernières gammes d'onduleurs. Donc sur la suite d'onduleurs, effectivement, on aura ça. On sort les onduleurs résidentiels, bien sûr, qu'on pas cette fonctionnalité. Voilà, exactement. Comme tu le dis, Thomas, Ok. enfin, l'idée, c'est qu'un peu tous les nouveaux onduleurs, petit à petit, vont pouvoir, les nouveaux onduleurs qu'on sortira intégreront en principe toute cette fonctionnalité-là qui est effectivement voilà, très pertinente. Pour faire, bien sûr, sans faire l'étalage complet, de toute façon, l'idée générale du développement et de la R&D de Huawei, c'est toujours plus de sécurité, plus de fonctionnalités en gardant la facilité d'accès, la facilité de maintenance, la facilité de mise en service. Ça m'amène à une question qui arrive, qui est intéressante. Proposez-vous une formation dédiée aux opérations de maintenance depuis la gamme des onduleurs Huawei? Alors oui, avec notre équipe service. On peut se mettre en lien. De toute façon, vous aurez nos coordonnées si on ne se connaît pas. On pourra faire orchestrer tout ça et vous aurez aussi les coordonnées de notre équipe service. Et voilà, ça c'est par la suite. Voilà, n'hésitez pas à nous recontacter pour ce genre de choses. Bien entendu, on fait des formations. Formations avant-vente, après-vente. Donc oui, je réponds. Plateforme. Ah si, on a une question qui vient plutôt de l'Afrique a priori. Plateforme de documentation en français pour les présentations clients. Oui, on a tout ce qu'il faut en français. On pourra fournir à la demande les certifications. Enfin, bien entendu, nous avons toute la documentation nécessaire pour tous vos projets, même sur les RSE, tout ce que vous pouvez imaginer ou pas. Ça, on a. Et en français, bien entendu. Ouais. N'hésitez pas, Fusion là, Solar. là-dessus, Oui. je rebondis juste et n'hésitez pas à juste nous envoyer un mail. Vous verrez, on vous renverra la présentation et puis en dernière slide, vous verrez nos différents mails. D'ailleurs, je peux passer à la prochaine slide si on la voit encore. Ouais, non, Euh, il y a encore un petit peu des questions qui sont un peu intéressantes, mais oui, oui, là, il y a tout. Ça, vous l'aurez. voilà, là-dessus, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'effectivement, je pourrais vous renvoyer des packages techniques en fonction des documentations que vous avez besoin. Et puis comme ça, on pourra en profiter pour discuter un peu de vos projets et puis de comment vous accompagner au mieux. Effectivement, on a en anglais par défaut, on a en chinois si vous voulez aussi, bien entendu, en anglais, en espagnol. J'ai une question sur Fusion Solar, Huawei.com ne marche pas au Bénin. Ça, on regardera de façon isolée si la personne qui nous a posé la question pour le Bénin ou pour le marché africain, on fera le relais avec nos bureaux Afrique qui pourront gérer Ouais, ça. exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah, tiens, il y a une question quand même qui est intéressante. Pourquoi opter pour les onduleurs de 9 MPPT? De 9 MPPT, alors plutôt 6. Je la pose, ouais, je pose. Pourquoi opter pour des onduleurs de 9 MPPT? Alors, Oui, j'imagine que là, la question, elle vient de simplement se dire pourquoi choisir plutôt les onduleurs 215 qui ont 9 MPPT ou plutôt les 330 qui ont 6 MPPT. je Donc, pense que c'est effectivement, ça. la question est pertinente puisque se dire, oui, 9 MPPT, ça veut dire que je vais minimiser d'autant plus le mismatch. 9 MPPT sur 215 kW plutôt que 6 MPPT sur 330 kW. Pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre? Ça va être qu'en fait, spécifiquement, déjà le 330 KTLH1, il a un coût par kVA qui est inférieur au 215 KTLH0, un coût par kVA. Et après, derrière, c'est finalement votre analyse de CAPEX, parce que derrière, avoir des onduleurs 330, ça vous permet aussi d'avoir pas mal de gains au niveau des câblages AC et également du tableau de basse tension et des différentes protections.
Parce qu'en fait, on compare typiquement une installation de, on va dire, de 3,5 mégas, on va avoir d'un côté 11 onduleurs 330 et de l'autre côté, on va avoir 17 onduleurs 215. Donc évidemment, avec les 17 onduleurs 215, il y a plus de câbles, etc. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, c'est une analyse de LCOE en tant que telle, parce qu'en fait, oui, on va avoir moins de mismatch avec le 215 qu'avec le 330, mais en fait, ça va représenter pas grand-chose. Honnêtement, la différence de mismatch qu'on va avoir entre 6 MPPT 215 kg et enfin 6 MPPT 330 kg et 9 MPPT 215, honnêtement, on va parler de 0,1%. Alors évidemment, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais le gain de productif qu'on va avoir, travailler plutôt avec une solution qu'une autre, ne va pas être hyper représentatif finalement sur le résultat du LCO. Bon, ça me paraît clair. Allez, on va dire que la réponse est faite. Il y a une question sur les postes Jupiter. Il y a une question donc, qui revient, hein, c'est pas qu'une seule, plusieurs fois. La question, c'est pourquoi ne pas mettre le neutre au niveau du transformateur Huawei, du transformateur. Pourquoi ne pas mettre de neutre simplement qu'en fait, rajouter un neutre, ça veut dire avoir de toute façon, en fait, on doit travailler en régime de neutrité, donc IT isolé de la Terre. Donc, mettre un neutre sur le transformateur, ça veut dire devoir rajouter une impédance entre le neutre et la Terre. Donc, ça veut dire rajouter encore un élément sur l'installation. Donc, au final, ce neutre, on n'en a pas besoin. Donc, finalement, voilà, sur le transformateur, ne pas mettre de neutre, c'est ne pas avoir à rajouter finalement d'impédance pour s'isoler de la Terre. Ça méritait d'y répondre, en tout cas. Voilà. Une dernière qui me paraît intéressante. Pourquoi choisir techniquement, alors sur le projet au Mali, pourquoi choisir techniquement plus de postes Jupiter 3000 que des 9000? Ouais, ça a été une réflexion parce que évidemment, nous, on met plus en avant nos solutions de 9000 et de 6000 plutôt que la 3000. Après, moi, j'étais pas dans les discussions spécifiquement sur ce projet-là. C'était donc nos ingénieurs sur notre business unit Afrique. Mais bon, j'imagine qu'il y a différents facteurs. Donc, le premier, c'est le courant d'enclenchement en tant que tel. Donc, en fait, c'est-à-dire les à-coups de tension qu'on peut avoir sur le réseau au moment de la magnétisation du transformateur. Donc, entre une 3000 et une 9000, magnétiser une 9000, on va avoir 2 fois plus de courant d'enclenchement. Donc, ça peut générer des à-coups de tension plus importants. Et au vu de l'opérateur de réseau, peut-être qu'il va mettre disons, une contrainte d'à-coup de tension maximale qui peut ne pas être respectée par la 9000. Ça, c'est une première possibilité. Mais après, la deuxième possibilité, et je pense que c'était surtout ça la discussion, c'était par rapport à la disponibilité de l'installation. Voilà, l'idée, c'est qu'avoir plus de postes de transformation 3000, par exemple, on met 7 postes de transformation 3000 contre, j'en sais rien, 2 postes 9000 ou 3 postes 9000. Si j'ai un élément dans mon poste de transformation 9000 qui lâche, je perds 9 mégas. Si j'ai mon poste transfo 3000, j'ai quelque chose qui lâche, qui est défaillant, je perds que 3 mégas. Donc, je perds un pourcentage plus petit de ma production tant que je puisse effectivement analyser la situation et remplacer ce qui est défaillant. Donc, c'est une raison aussi de disponibilité. Donc, ça, c'est une raison réglementaire ou de contrainte réseau. C'est une raison finalement de décision de design en fonction du LCOE et donc sur des hypothèses de disponibilité d'installation. Parfait pour moi, oui, c'est vrai qu'on n'a pas la même contrainte en France pour le coup. Très bien. Bon, écoutez, moi je vous propose qu'on s'arrête là. Merci, merci Tanguy déjà, merci à notre équipe marketing d'avoir géré ça. Merci à vous tous d'avoir participé. On va vous envoyer bien sûr, comme je disais, cette présentation, cette dernière page de contact. N'hésitez pas à venir vers nous, écrivez-nous si vous avez encore des questions, bien entendu. Si on peut vous aiguiller, vous répondre, même sur d'autres sujets, bien entendu.
Le numéro de la hotline, c'est un sujet. En revanche, le mail, je pense qu'il est nécessaire pour, là on parlait tout à l'heure d'accompagnement, des choses comme ça. N'hésitez pas à faire des mails qui seront traités par l'équipe. Donc c'est enregistré, on vous envoie ça, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Sur des sujets spécifiques, ben, écoutez, suivez-nous, hein, notre équipe marketing travaille beaucoup, on est sur les réseaux, on vous communique beaucoup le marketing directement sur, en tout cas, les gens qu'on connaît, donc faites-vous connaître, donnez vos adresses mail, on n'est pas là pour vous vendre tout et n'importe quoi, mais en tout cas vous dire quand il y a un webinaire, il y en a un par mois à peu près. Voilà, le prochain est sur l'immobility, si je ne dis pas de bêtises, sur les fast chargers. Voilà, on est toujours autour de l'univers Huawei, bien entendu, chez GreenPower. Moi, je n'ai pas plus à dire là. Je pense que voilà, on a fait déjà un bon tour. Et puis, on est à votre disposition, bien entendu, toutes les équipes GreenPower sur chaque pays pour vous répondre. Tanguy, un mot? Carrément. Bah, c'est tout bon pour moi. Merci à tous. Et puis, là, on se dit. Désolé, on ne me voyait pas à la fin. Les inconvénients du direct. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt.